Alors, moi je suis très heureux de cette deuxième table ronde, je vais vous dire pourquoi. Moi je suis rentré à la UEG parce qu'on m'a dit Alliance Université-Entreprise. Et j'ai un dada dans la vie, c'est que j'ai toujours été persuadé qu'une entreprise sans l'université n'existe pas, et vice-versa. J'ai une culture anglo-saxonne, j'ai fait mes études aux États-Unis, et quand je suis arrivé ici, je me suis dit c'est pas possible. Cette espèce de distance qui est entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire, c'est juste catastrophique. Et la façon dont les uns parlent aux autres et vice-versa, et les préjugés des uns et des autres et vice-versa, c'est juste catastrophique. Et donc, je me suis dit, Alliance Université-Entreprise, je vais trouver des entreprises, je vais trouver des universitaires, et pour moi, dans ma tête, bêtement, des universitaires, c'est des étudiants. Donc j'ai trouvé des universitaires, mais des anciens universitaires. Et il me manquait des étudiants. Et donc, c'est Quentin. Ben, Quentin, il faut que tu saches que tu es un des premiers, en tant qu'étudiant, à avoir franchi le cap de venir jusqu'à nous et parler avec, entre guillemets, les anciens, c'est nous d'ailleurs maintenant. Et j'espère que plus tard, d'autres ou toi, vous rejoindrez aussi le bureau et l'administration parce qu'on a besoin qu'il y ait des étudiants qui viennent nous parler dans ce fameux bureau. C'est un combat que j'ai. Je me suis battu avec notre ancien président ici présent, on a eu des débats sur ce sujet pendant des heures et des heures. Il m'a dit, tu sais, les étudiants, c'est compliqué. Et je lui ai dit, oui, je sais. Et donc, par conséquent, c'est très bien. Et puis, la deuxième chose, c'est que j'ai dit qu'on ne pouvait pas parler de transformation digitale. Alors, on a assez facilement des entrepreneurs, des universitaires, des personnes qui sont en vue dans différentes organisations. Et je pense qu'on ne peut pas parler de transformation digitale sans un syndicaliste. C'est juste pas possible. Alors quand j'ai émis cette idée, on m'a dit mais t'es fou. Je dis oui, c'est pour ça que vous m'aimez bien, c'est parce que je suis juste un peu dingue. Et donc finalement, on a réussi à avoir, je dirais, notre syndicaliste, alors je ne vais pas dire de service, parce que ce serait péjoratif, mais en tout cas quelqu'un qui probablement a une vision différente de celle que nous pouvons tous avoir, moi en tant que dirigeant, alors j'ai juste Quentin en tant qu'étudiant et vous tous ici. Et quand Gérard m'a dit qu'il avait trouvé donc une personne qui représentait le monde syndical, il m'a appelé, il m'a dit écoute, je viens de passer 1h30 avec un type, c'était juste génial. Et je lui ai dit tu vois, je te l'avais dit. Donc, vous avez eu des débats sur lesquels vous n'étiez pas d'accord, ça c'est l'essence même du débat. Et donc voilà, donc je voulais juste pour l'audience préciser que ce soir, on a une véritable diversité d'un bout à l'autre du spectre pour parler de cette fameuse transformation digitale. Et il y a une organisation capable de faire ça, c'est la UEG. Donc voilà, je voudrais juste qu'on remercie la UEG, un grand bravo à tous ceux qui ont réussi à faire ça. Alors on va poursuivre l'exercice. Et on va commencer à rentrer dans un sujet qui est le sujet de la formation. Alors vous êtes encore plus nombreux. Et on va parler de l'homme. C'est-à-dire que, effectivement, la transformation digitale, c'est souvent un gros prétexte pour mettre de la technologie, des outils. Mais la première règle de l'agilité, est-ce que vous savez quelle est la première règle de la transformation agile? Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce que peut être cette règle? La réitération. Donc l'itération. Et en fait, la première de ces règles, effectivement, c'est les process et les hommes d'abord, les outils ensuite. Donc en clair, on ne transforme pas une entreprise par le prisme des outils, des logiciels et de la technologie, on la transforme par les hommes. Et c'est le premier postulat d'une entreprise agile. Une entreprise agile, elle ne se transforme pas parce qu'elle a intégré un outil, elle se transforme parce qu'elle a créé des équipes. Donc on va débattre de ce sujet. Et la première question, c'est que devient la logique? J'ai un budget, donc j'existe dans un monde où transversalité, mutualisation des ressources et intelligence collective sont les facteurs clés de succès. Alors, je vais commencer par celui qui lève la main. Parmi vous 6. Ils sont en train de découvrir la question. Alors, on va les laisser réfléchir un petit peu. Si c'est trop compliqué, on passe à une autre. C'est compliqué. C'est compliqué. Trop compliqué. C'est comme vous parlez le premier, c'est à votre tour. Ah, le micro est là. Il en fallait bien qu'il commence de toute façon. Je trouve que la question est compliquée. Et j'ai du mal à la comprendre.
Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander, on l'a précisé, mais quelle est votre fonction dans le monde, Ah oui. dans le monde privé? Alors, je suis chef d'entreprise, je suis vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble, donc élu en fait à la Chambre de commerce et d'industrie, président de la commission formation, et je m'occupe effectivement de la formation qui est dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie, c'est-à-dire les deux grandes écoles de la GEM, l'école de commerce, et l'IMT, qui forme à 80 métiers avec 2600 apprentis. D'accord. Voilà. Et je suis chef d'entreprise depuis 30 ans dans le domaine de la biologie médicale. Très Et bien. ancien universitaire, puisque j'ai fait un doctorat de biologie. Alors, en tant qu'universitaire, vous serez d'accord avec moi pour dire que si une question est mal comprise ou compliquée, c'est qu'elle est mal formulée. Je pense. Eh bien, nous allons passer à la question suivante. C'est gentil parce que là, franchement... Alors, comment faire évoluer la rigidité des organisations vers un modèle agile? Lequel d'entre vous a une expérience sur l'agilité? Alors, je vais. Ah, bah, yes. Donc Olivier Berthomy de Poma. Poma, je pense que tout le monde connaît Dans la région. dans la région, voilà, on fait des transports par câble pour le ski et de plus en plus dans les villes et on en trouve dans le tourisme un peu aux quatre coins du monde. Je suis chez Poma depuis 11 ans à peu près et la notion d'agilité, c'est quelque chose qui est important pour nous, mais qui est difficile à mettre en place. On en parle beaucoup. Je pense que l'ennemi de l'agilité, c'est l'individualisme. Et ce qui est vraiment difficile à mettre en place dans une entreprise et dans une équipe, c'est d'arriver à faire travailler les gens ensemble, additionner leurs talents, plutôt qu'essayer d'avoir, je sais pas, j'ai 5 ingénieurs dans l'équipe, les 5 font le même métier, et je les évalue chacun la production qui sortent individuellement. Si on arrive à franchir le cap de cet individualisme et de faire travailler les gens en équipe et de dire, moi, ce qui importe, c'est la production de l'équipe, on a franchi un grand pas. Maintenant, quand on a dit ça, c'est un peu compliqué à mettre en place. J'ai essayé de le faire à l'échelle de mon équipe chez Poma, dans un premier temps pour la documentation technique, maintenant pour la formation, et on s'aperçoit que ça marche quand ça prend un peu de temps, mais quand on arrive à mettre l'équipe en avant, ça marche. C'est quoi un peu de temps? C'est quoi les échelles de temps? L'échelle de temps pour moi, ça a été déjà de le comprendre. Ça a été mes 3 premières années en tant que manager, où j'ai rien compris. Et après, c'est 2 ans pour la première expérience, et l'autre s'est faite rapidement au fur et à mesure de la création de l'équipe autour d'un projet on ne fait pas la transformation digitale, on fait de la formation digitale, ce qui était complètement nouveau chez nous, et d'utiliser les outils numériques pour faire de la formation. Donc l'équipe s'est créée de rien, donc ça a été un peu plus simple et ça s'est fait dès le début. Ok, merci beaucoup Olivier. Alors Olivier doit nous dire quelque chose de fondamental, je vais passer la parole à Christophe. C'est que tout le monde parle d'agilité, ça devient un mot galvaudé, on en a plein la bouche. La vérité, c'est que c'est extrêmement complexe de changer une société agile. Je vous donnerai un autre métrix. Moi, j'ai une entreprise aujourd'hui d'une 50aine de personnes et on est innovant à tous les étages, dans le management, dans notre organisation, dans nos façons d'appréhender les sujets et les projets, dans la technologie elle-même, bien sûr. Il nous a fallu 4 ans pour transformer une entreprise de 50 personnes dans laquelle vous avez 40 ingénieurs pour véritablement être dans un modèle agile. 4 ans. Et ça a coûté à l'entreprise 35% de productivité pendant 2 ans et demi. Voilà, donc ça c'est des métriques que vous devez peut-être garder en tête. Et je vais passer la parole à Christophe. Alors, je vais prendre ma casquette de chef de projet ici, Oh et bah pas non. de syndicaliste, puisque c'est quand même une partie de mon travail. Je ne suis pas qu'un syndicaliste. En général pas. Voilà. En tant que chef de projet, on a plusieurs méthodes, dont la méthode Agile, qui est la version anglo-saxonne, de gestion de projet dans la nouvelle génération de chefs de projet.
La grande problématique, c'est la prise de décision. Aujourd'hui, la prise de décision est, comme on l'a dit tout à l'heure, et bien ce matin aussi, en forme de silo. De manière à pouvoir transformer une organisation, il faut pouvoir la transformer de façon horizontale. Transverse. Le problème, c'est que chacun est responsable de sa PNL et ne veut pas en bouger. Ce qui veut PNL, dire... ça parle à tout le monde. Levez la main ceux pour qui PNL, ça parle. Oula. Voilà, on explique PNL. Alors, la PNL, c'est une ligne de budget. Donc c'est un budget de fonctionnement de chaque équipe, de chaque BU, Business Unit. Et chaque manager, chaque responsable de BU est évalué sur la maîtrise de sa PNL. Aujourd'hui, les processus de transformation numérique incluent la totalité de l'entreprise. Elle inclut la totalité de l'entreprise. Le problème, c'est qu'il n'y en a qu'une personne qui paye et les autres qui profitent de la transformation. Et ça, c'est un gros problème dans les organisations en silo et pyramidales qu'on a aujourd'hui. Après, on a aussi, je veux bien l'admettre, une certaine réticence de certaines organisations syndicales pour, dans la mesure où les organisations doivent évoluer, elles doivent être présentées en CE. C'est une lourdeur que tous les chefs d'entreprise connaissent, qui sont nécessaires pour en fait informer aussi les employés. Il ne faut pas prendre cela comme étant qu'une contrainte, c'est aussi une manière d'expliquer par le chef d'entreprise ou la direction des ressources humaines ou des relations sociales, la mutation que le chef d'entreprise ou la direction veut implanter dans la société. Et les organisations syndicales ici peuvent être un relais par rapport aux employés qui n'ont pas forcément toujours accès au niveau de management pour comprendre la mutation de l'organisation et la mutation technologique de l'entreprise. Merci. Jean-Luc, un commentaire par rapport à ça? Commentaire, c'est un peu compliqué parce que moi j'ai... Si tout est compliqué, on va pas y arriver là. Non, mais c'est parce que en fait, je suis tout petit, c'est pour ça. Non, mais voilà, j'ai toujours été depuis 30 ans patron de PME et donc je n'ai pas l'expérience en fait de business unit ou de choses comme cela. Et je comprends intellectuellement effectivement ce qui vient d'être dit, mais je ne l'ai pas vécu. Et comme c'est un témoignage, voilà, c'est pour ça que j'ai pas de commentaire particulier à faire. En tous les cas. Une réflexion alors. Une réflexion, oui. Bah, par contre, ce que je crois beaucoup, c'est effectivement c'est bien d'avoir invité quelqu'un qui est à la fois représentant d'une unité syndicale et aussi il a parlé de son expérience avant de son expérience syndicale. Et je crois que le syndicat aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est vraiment le sujet parce qu'on est dans le digital et je pensais qu'on n'allait on n'est pas dans le digital, on est dans l'humain maintenant. Oui, voilà. Mais enfin, on aurait pu parler aussi de l'outil digital vers l'humain. Là, tu l'as pas mentionné, mais il est très important effectivement qu'il y ait ce relais entre les gens, les opérationnels et la direction et le syndicalisme. Le syndicalisme peut être en fait ce relais. Et donc je trouve que c'était important. Oui, monsieur. Quentin, ça t'évoque quoi tout ça, là, tous ces mots compliqués, ces trucs lourds? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai jamais eu l'occasion de travailler sur un projet agile. Il va falloir. Troisième année d'ingénieur, mon Dieu. Non, j'ai étudié ce que c'était, comment le gérer, mais c'est vrai que dans les formations, on gère, enfin en tout cas en génie industriel, on a l'habitude de gérer un projet en ayant une vision claire de ce qu'on attend à la fin, ce qui n'est pas le cas dans les projets agiles où justement il y a des itérations. Et donc, c'est peut-être pour ça que c'est si compliqué de le mettre en place, parce qu'il faudrait apprendre à toutes ces personnes à travailler d'une telle façon. Et tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit quelque chose, enfin, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit, comme quoi fallait mettre l'usager au centre des transformations de l'entreprise. Et dans la méthode agile, on retrouve un peu ça, puisque à la fin d'une itération, on doit confronter notre résultat à ce que pense le client, il doit donner des feedbacks. Et c'est à partir de ces feedbacks qu'on va justement définir la prochaine itération, quel sera l'objectif de la prochaine itération. Et donc là-dedans, sur ce sujet-là, on retombe sur le fait que le client, ou du moins l'usager, doit être au centre du processus.
Est-ce que tu arrives à faire la différence entre ne pas savoir où tu vas à la fin d'une itération et ne pas savoir où tu vas à la fin d'un projet? À la fin d'une itération. Vous pouvez répéter? Est-ce que tu arrives à faire la différence entre ne pas savoir où tu vas à la fin d'une itération et ne pas savoir où tu vas à la fin d'un projet? Tu as dit tout à l'heure, Oui. l'agilité, c'est on démarre un projet sans savoir réellement où l'on va. On sait- Est-ce que ce serait pas plutôt sans savoir réellement comment tu y vas? On sait qu'on va répondre aux besoins du client, mais on sait que le besoin du client va justement changer au fil des itérations, puisqu'on va lui montrer l'avancée du projet et peut-être que son besoin va changer en fonction de cette avancée du projet. Donc on sait qu'à la fin, on va lui proposer, bon je vais partir sur un produit qui répondra à son besoin, mais qui peut potentiellement changer par rapport au besoin initial. Est-ce que ça te fait peur? Bah, c'est peut-être justement ça le problème. C'est qu'il y a une incertitude en fait. Mais après, je sais pas, j'ai pas d'expérience là-dedans. Je pense que ça se passe très bien. Ne t'excuse pas pour ne pas avoir d'expérience, tu es là pour ça. Hein. Je pense que ça se passe très bien. Et je sais que les formations plutôt dans l'informatique, le développement, elles apprennent plus justement à gérer des projets de façon agile. Ok, merci Quentin. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus? Est-ce que je peux passer à la slide suivante, à la question suivante? Alors je passe à la question suivante. Je ne fais pas intervenir la salle sur l'agilité parce que là encore c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Oui. Si c'est toi qui demandes, je peux dire que oui, je n'ai pas le choix en fait. Oui. D'abord, j'ai appris ce que c'était que l'agilité. Avec l'âge, elle est de moins en moins présente. T'as appris à tes dépens en fait. J'ai pris à mes dépens. La digitalisation, je me suis demandé s'il n'y avait pas le terme d'agilité dans la digitalisation. J'ai deux questions à poser. Premièrement, en tant que pharmacien, le poison et le contre-poison. Est-ce que le syndicalisme n'est pas un peu contre l'agilité? Est-ce que le citoyen n'est pas susceptible d'entrevoir une espèce de syndicalisme bloquant? Ça, c'est une première question. Elle n'est pas agressive, mais bon. La deuxième question, c'est plutôt, alors à ce moment-là, Bruno Lavert, l'agilité dans les entreprises publiques. Est-ce que ce que tu as mis 4 ans à mettre en place dans ton entreprise, Pierre Nicodème, je crois qu'il faut 16 ans dans les entreprises publiques. Peut-être, mais peut-être. Non, mais je ne sais pas. Mais je dirais la fonction publique n'est pas un élément qui facilite l'agilité. Voilà, c'est deux questions peut-être un petit peu provocatrices. Ça nous fait deux grosses questions. Alors je vais laisser Christophe répondre déjà. Je vais faire une réponse relativement courte. Le syndicaliste qui bloque pour bloquer n'a rien compris à quoi que ce soit. Ça existe. Ça existe. Malheureusement, ça existe. On n'est pas comme ça à la CFDT. Il faut accompagner la transformation de l'entreprise pour que l'entreprise survive. Si on bloque la transformation de l'entreprise meurt et les emplois qu'on essaye de sauvegarder et de développer n'ont plus de carburant. Donc c'est une ignominie que de bloquer pour bloquer. Après, est-ce qu'on représente une partie de la population? Oui, forcément. Après, c'est aussi le rôle des représentants du personnel et des différentes organisations syndicales que d'expliquer, c'est ce que je disais tout à l'heure, de faire le relais entre ce qui se passe dans les réunions de CE, de CHSCT, de DP, avec les employés. C'est une force, le syndicalisme dans une entreprise, s'il est bien mené. Alors Gérard, la prochaine fois, il nous faudra quelqu'un de la CGT, donc mission. Hein, il faudra qu'on ait aussi des gens un peu moins, on va dire, alertes et agiles. Bruno, la réponse sur comment on fait dans une entreprise publique? Quelle que soit la taille, il y a eu quelques échanges tout à l'heure, c'est difficile évidemment dans les entreprises publiques, et forcément dans les Bien mettre devant grosses voilà. structures. On est en train de déployer, donc je suis directeur de système d'information du CHU Grenoble-Alpes, et nous sommes actuellement en train de déployer un nouvel outil dossier patient informatisé pour gérer l'ensemble des données patients dans la structure. Et
on mène 2 projets en parallèle, qui est le remplacement de l'outil A par l'outil B, qui est une chose, et on veut profiter des nouveaux leviers digitaux qui sont mis à disposition pour essayer d'accompagner et de faire évoluer les organisations. Donc là, ça rejoint déjà quelques débats qui ont lieu, donc c'est évidemment extrêmement difficile, et il faut... Si on donne un exemple sur le circuit de validation des comptes rendus, lorsque vous allez en consultation, le médecin à la fin de cette consultation dit un compte rendu qui ensuite est tapé par la secrétaire, qui est imprimé, qui est mis dans un parapheur, qui est lu, corrigé, recorrigé par la secrétaire, réimprimé. Donc ça, c'est ce qui arrivait régulièrement et ce qui peut arriver encore. Avec les nouveaux outils, vous vous doutez bien, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, plutôt que de le dicter, vous utilisez toujours le même outil, mais avec la reco vocale, ce qui fait que lorsque le texte s'affiche automatiquement, en une seule passe, évidemment, vous pouvez valider en une seule étape le compte-rendu et ne plus revenir dessus. On voit bien la différence et les avantages qu'il y a. Maintenant, les résistances naturelles, d'habitude, historiques, peuvent être... moi, j'ai fait quelques années d'études, et ce que je peux comprendre, mais moi, je ne fais pas le travail de la secrétaire de corriger le compte-rendu. Donc c'est comment amener, et ça peut arriver, maintenant on a aussi évidemment quelques médecins de jeune génération qui sont très favorables à ces solutions-là, qui poussent, mais on doit collectivement, comment amener l'ensemble des interlocuteurs, des partenaires à travailler de la même manière. Aujourd'hui, finalement, chacun peut utiliser le mode de fonctionnement qu'il souhaite, ce qui est évidemment particulièrement inefficace, et c'est comment amener l'ensemble des intervenants à travailler de la même manière. Et évidemment, la difficulté, c'est de montrer que tout le monde est gagnant-gagnant, et le premier rédacteur en premier lieu. Si vous n'avez en une seule étape, vous faites votre compte-rendu, vous le validez et c'est fini, vous n'êtes pas obligé de revenir 3 fois sur le dossier du patient, une fois la dictée, une fois la relecture, et puis c'est corrigé, ça revient. Donc plutôt que de faire le travail plusieurs fois, on le fait une seule fois. Donc c'est malgré montrer, expliquer les avantages, malgré tout, ça reste difficile, parce que les habitudes sont là, on est dans des routines, dans des difficultés, ça va être du temps en plus, c'est compliqué. Donc c'est comment arriver à lutter, à expliquer, à former. On passe par la secrétaire, par les médecins référents, par les médecins guides, par les responsables médicaux. Donc vraiment on essaie d'attaquer un petit peu par toutes les étapes pour accompagner ces changements organisationnels. Donc, simplement ce petit témoignage-là, on peut dire que c'est quelque chose de difficile. Est-ce que ça veut dire qu'on parle quand même d'agilité dans ton environnement? Est-ce qu'on en parle en l'étudiant, en se formant? Est-ce qu'on essaie de l'appliquer ou pas du tout? Non, on n'utilise pas les terminologies d'agilité. Accessoirement sur le volet développement, on ne fait pas de développement, donc il n'y a pas toute la partie agilité dans le cadre du développement. Dans le cadre des gestions de projet, on n'emploie pas les termes d'agilité. Par contre, ce qu'on essaie de porter, c'est la gestion par processus, s'assurer que les processus que l'on met en place dans les outils correspondent à l'organisation. On ne fait pas tomber un processus qui vient de nulle part en se disant ben voilà, c'est ça qu'il faut utiliser. Non, on est quand même au contact du terrain pour s'assurer que les processus qui sont construits et étudiés correspondent aussi à un besoin terrain et permettent, tant faire se peut, d'améliorer les choses. Alors tu nous as dit un truc assez intéressant du point de vue humain. Tu nous as dit voilà, moi je suis le médecin, je suis le sachant, je ne suis pas là pour faire le travail de la secrétaire, mais est-ce que tu n'as pas aussi la secrétaire qui dit dites donc avec votre truc je fais quoi moi demain si mon patron se met à vouloir corriger ses premiers écrits? Alors là-dessus, il y a plusieurs réponses. Évidemment, le fait de développer ce type de flux va leur faire gagner du temps. Et donc là, une des inquiétudes légitimes et immédiates, c'est qu'est-ce que je vais faire demain? Est-ce que je vais faire mon job? Là, on était 3, s'il faut plus qu'une personne, c'est compliqué, donc c'est tout à fait normal. À cela, il y a plusieurs réponses. La première, c'est que déjà aujourd'hui, dans pas mal de secteurs, on n'est pas particulièrement en sureffectif. On a des délais de saisie des comptes rendus qui peuvent être significatifs. Donc en termes de qualité de service, on n'est pas toujours au niveau auquel il faudrait que l'on soit. Et le deuxième sujet, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui vont arriver. Alors ce qu'on leur dit, c'est que aujourd'hui, par exemple sur l'impression des comptes rendus, elles sont amenées à l'imprimer, elles sont amenées à le mettre sous enveloppe pour l'envoyer aux différents correspondants. Aujourd'hui, la mise sous enveloppe, c'est fini, ça doit être où c'est validé, ça doit être envoyé soit par messagerie sécurisée au médecin correspondant, soit directement sur le portail du patient, soit directement à la centrale d'éthique. Donc on leur fait gagner du temps, et là-dessus, c'est face à cette action qui n'est pas
valorisée, intéressante. Derrière, il y a des nouveaux métiers qui arrivent. Travailler sur les parcours de soins, améliorer la qualité de l'accueil téléphonique, à mieux accueillir les patients. Donc c'est transformer ce que l'on faisait hier par d'autres métiers, d'autres fonctions qui sont soit à développer, soit à créer, soit sur lesquelles on peut améliorer la qualité. Pour toi, à ce niveau de la transformation digitale, et compte tenu déjà des restrictions qu'il y a, on n'est pas dans une perte d'effectifs, mais on est plutôt dans une optimisation et les changements de paradigme de à ce à quoi je sers. C'est ça l'objectif. Oui. Ok, Jérôme, tu en penses quoi quand tu entends ça sur l'hôpital? Si tu penses quelque chose. Et ici, on n'est pas pour le politiquement correct, on doit tous se dire, on est à l'AEG. Je pense que l'hôpital est en profonde de réforme, mais qu'effectivement, c'est pas possible que ça aille aussi vite que dans les petites structures. C'est évident. Christophe? Moi, je voulais rebondir sur ce qu'avait dit monsieur, je ne sais plus votre nom, Bruno. C'est un commentaire qui est fondamental qui a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, la digitalisation va transformer la quasi-totalité des métiers. La question, c'est du coup de la formation professionnelle, la formation continue et la formation professionnelle. Tout à l'heure, on parlait de la formation initiale avec les personnes du rectorat et l'éducation nationale. L'éducation nationale est en train de se transformer, à mon goût, beaucoup trop lentement, qui ne répond donc pas aux besoins de l'industrie d'aujourd'hui. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour dire que dans l'état actuel de nos besoins et des vitesses à laquelle notre économie doit se transformer, la résistance de l'hôpital, c'est rien par rapport à la résistance du système éducatif et de l'éducation nationale? À 100%. D'accord. Quentin, t'en penses quoi quand t'entends ça? Et que toi qui es encore dans le système, qui va bientôt en sortir, on l'espère pour toi en tout cas. Aujourd'hui, j'ai appris que quand je vais sortir, j'aurai plus de métier. Non, ce que je suis content d'être venu en fait. Voilà, c'est ça. Non, ce que je savais déjà, c'est que aujourd'hui, tous les étudiants et puis même les personnes qui seront encore là dans 10-20 ans vont être obligés de toute façon de continuer leur formation. La question, c'est comment justement on va amener cette formation et comment on va amener cette formation dans l'entreprise et comment on va l'amener dans l'enseignement supérieur. Ce que Christophe disait, c'est que l'enseignement peut-être change trop lentement. Je suis plutôt d'accord avec lui, mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des enseignements qui resteront dans 10 ans. Pour avoir fait une école d'ingénieur, les 2 premières années qu'on fait en post-bac, c'est une prépa où il y a des matières qui sont les mathématiques. Et quoi qu'il arrive, dans 10 ans, ce sera toujours un socle, une bonne base. Après, on a parlé aussi du fait que peut-être qu'on n'était pas suffisamment capable de travailler en mode projet, en collaboration. Et c'est peut-être vers ça que l'enseignement devrait s'orienter, des soft skills qui seront utiles tout au long de la vie. Quoi qu'il arrive, malgré la transformation digitale, on aura toujours besoin de communiquer. Est-ce que ce mot soft skills, tu l'as appris aujourd'hui? Je le connaissais en français, mais en anglais, je l'avais jamais entendu. Jean-Luc, tu as envie de réagir depuis tout à l'heure, je te vois avec les différents intervenants. Oui, parce que, si tu veux, quand on parle de formation, effectivement, il y a l'éducation nationale. Il faut savoir que les chambres consulaires, les chambres là où on est aujourd'hui, à la CMA ou la CCI, on a vraiment des structures de formation qui sont très importantes, puisqu'on est les 2e formateurs après l'éducation nationale. Et c'est vrai que nos écoles, elles se sont transformées rapidement. J'en veux pour preuve, et j'avais pris quelques notes sur une école de GEM, Grenoble École de Management. En fait, c'est plus de 30 programmes qui ont été faits dédiés en fait au numérique. C'est une chaire du numérique. Je crois que dans la formation, et tout à l'heure, je ne sais plus son nom, qui représentait l'éducation nationale, il disait qu'il y avait ce changement, il n'y avait pas de changement dans les professeurs. Mais si, bien sûr, le changement, on n'enseigne plus avec le numérique comme on enseignait avant.
Je crois que c'est très important de rentrer ça. À la fois, on est impacté en tant qu'entreprise parce qu'on est confronté à l'ensemble de ce numérique, et l'on doit mettre en place quelque chose qui va permettre de former en fait les gens à cela. Donc c'est quand même deux choses importantes. Jérôme disait tout à l'heure, on se transforme tout le temps, et le numérique est une transformation supplémentaire, une évolution supplémentaire. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je crois enfin, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je crois que c'est une véritable, j'en reviens au digital, c'est vraiment un outil qui change tout. Il y a eu la roue qui a changé beaucoup, la maîtrise de l'énergie a entraîné l'industrialisation, et aujourd'hui, le digital va changer complètement en fait les choses. C'est pas simplement une évolution, c'est véritablement une révolution. Et dans l'enseignement, c'est prégnant, quoi. Donc c'est la 4e révolution industrielle, pour toi c'est clair? Alors, 4e, révolution industrielle, c'est une révolution sociale plus qu'industrielle. Voilà, ok. Bruno, Olivier, excusez-moi, tu as entendu tout ça. Toi, l'avantage, c'est que, 1, tu as mis les mains dans le cambouis. 2, tu es dans une société de taille intermédiaire. Et donc, tout ce que tu entends là, ça évoque quoi pour toi par rapport à ton quotidien? Est-ce que tu vis dans ton entreprise? Et en tant que citoyen, ce que tu voudrais que les autres puissent vivre aussi? Je vais commencer, moi, dans l'entreprise. La difficulté dans une entreprise qui... je vais reprendre ce que disait Peggy tout à l'heure. Le plagiat, c'est autorisé. Non, alors je ne vais pas la plagier, mais simplement reprendre l'aspect sécurité qui est prégnant. Donc POMA, les transports par câble, on transporte les gens à 20-30 mètres de haut. Oui, la sécurité est vraiment importante. Et donc la notion d'agilité, finalement de droit à l'erreur, etc., c'est quelque chose qui est très compliqué. Donc déjà, moi ce que je vis, c'est j'essaye finalement de mettre un peu d'agilité. Je ne vais pas prétendre qu'on a déployé la méthode agile dans mon équipe, mais on met un peu d'agilité, on met un peu on le fait à la taille de l'équipe déjà. Le faire à la taille de l'entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et ambitieux. D'accord, donc ça c'est un point important que très souvent on oublie. Un des grands principes de l'agilité, c'est le search and retry. J'essaye, si je me plante, je recommence. Si j'ai 100 personnes dans une cabine à 30 mètres de haut, que j'essaye et que je me suis planté, vous imaginez les conséquences. Donc effectivement, ce que vit Bruno en matière de transformation digitale, je vous rappelle la question, sommes-nous tous égaux face à la transformation digitale? En fait, pas, mais pas uniquement pour des raisons psychologiques ou de capacité à faire, pour des raisons pratico-pratiques. Quand je balance des cabines 30 mètres, j'imagine qu'il y a beaucoup plus haut que ça, en tout cas moi j'ai vu plus haut. Si ça se passe mal, c'est juste dramatique et c'est toute l'entreprise qui s'arrête. Le jour où une cabine tombe, c'est potentiellement toute l'entreprise, si la preuve est faite que quelqu'un a fait du search and retry sans véritablement search et pas try du tout, quoi, d'accord? En tant que citoyen maintenant. Parce qu'on vit dans la cité. Hein. Oui. Je pense qu'il va être vraiment... La notion d'égalité, il n'y aura pas d'égalité parce qu'il y aura des gens qui auront la capacité à se transformer, qui auront la capacité à vouloir se former et à prendre, oui, voilà, avoir l'initiative de la formation. Et puis il y en a d'autres qui vont attendre que ça vienne d'en haut, qui vont attendre qu'on les forme, qui vont attendre que l'entreprise, que l'État les forme, et effectivement on va avoir une forte inégalité. Il y avait dans les questions qui étaient transmises une question autour de l'auto-formation. On y a beaucoup réfléchi chez POMA là, dans la création d'une plateforme de formation digitale. Est-ce que c'est une plateforme d'auto-formation? Et aujourd'hui, la réponse qu'on a, elle est peut-être pas définitive, mais c'est non. Non, parce que on ne va pas toucher tout le monde. Non, parce qu'avec le digital, le gros intérêt qu'on a, c'est de pouvoir produire un contenu de qualité. Là, j'ai entendu ce matin là, avec les MOOC. Effectivement, on remonte le niveau parce qu'on s'expose, on expose son contenu à tout le monde, donc il faut qu'il soit de très haut niveau. Donc ça, c'est super.
Par contre, est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il suffit? Non, parce qu'on va transmettre du savoir technique. On va difficilement, voire pas, transmettre les soft skills. Ça, c'est assez compliqué de le faire avec un cours de e-learning. Et aussi, on va avoir du mal à évaluer. Alors, merci. Christophe, quand tu entends ben non, il n'y a plus d'égalité ou il n'y aura plus d'égalité, ça sonne comment aux yeux du représentant syndical? Parce que syndicaliste, c'est un péjoratif. C'est un sacré problème. C'est un sacré problème, puisque on parlait ce matin, c'est M. Perrault d'Arémont qui parlait de pénétration de la digitalisation dans son entreprise. J'ai cru, on a parlé avec le monsieur de chez Schneider du e-learning et de l'augmentation en fait, du e-learning dans la part de la formation continue de ses employés. On sait très bien qu'à toutes les révolutions industrielles, il y a eu des laissés pour compte. On sait que ça va arriver. La question qu'il faut se poser, en particulier en tant que représentant du syndicat, c'est comment on accompagne ces gens qui soit ne veulent pas, soit ne peuvent pas évoluer, se former et monter en gamme. J'ai bien aimé là, le terme qui avait été employé de monter en gamme ce matin. C'est réellement la clé. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens qui vont rester sur le bord de la route. Et c'est une préoccupation. Malheureusement, j'ai pas de réponse à apporter. On y réfléchit de façon collective, mais c'est extrêmement compliqué puisque chaque cas est individuel. Quentin, par rapport à ce que tu viens d'entendre, qui pourrait être profondément anxiogène, déjà tu sais que tu n'as plus de boulot, puis ensuite tu sais que tu n'as plus d'avenir. Bon, c'est un peu compliqué. Comment à l'aune de ce que tu viens d'entendre, quelle serait ta première réaction, on va dire positive, de réaction à ça? C'est-à-dire comment toi, en sachant, grâce à la journée que tu viens de vivre aujourd'hui, tu serais celui qui va éviter ça dans ta promo, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour éviter ça? Qu'est-ce que tu dis que tu devrais faire? Déjà, le sentiment positif de l'auto-formation, c'est que aujourd'hui, on met quand même beaucoup de MOOC en ligne, de e-learning. La connaissance, elle est quand même à la portée de tout le monde. Et si je ne parle pas au sein de l'entreprise, mais je parle au niveau mondial, je dirais que c'est une énorme opportunité pour des pays et des personnes qui sont dans des pays sous-développés d'avoir accès à cette formation et de pouvoir s'auto-former, on va dire. Donc on a un jeune altruiste, on lui dit sauve-toi toi-même, il commence à en penser aux autres. C'est déjà pas mal, vous voyez, déjà la première réaction c'est qu'il pense aux autres. C'est moi finalement je vais m'en sortir, j'ai une tête bien faite, a priori je suis un G bientôt, et de toute façon je saurai me renouveler, et les autres. Et donc sa réaction, alors que je lui parle de lui, c'est de parler des autres. Alors vous voyez, typiquement dans cette génération millénium, il y a deux types d'individus. Il y a ceux qui sont égocentrés et en général complètement bloqués sur eux-mêmes, et puis il y a ceux qui systématiquement ne pensent même pas à eux-mêmes, mais systématiquement au collectif. Et en fait, cet esprit collectif, quand vous parlez du logiciel libre, des systèmes collaboratifs, eh ben, c'est ce qui draine cette nouvelle génération-là, et c'est ce qui va ébranler nos organisations, parce qu'un cerveau comme ça, dans une organisation pyramidale, je vous laisse deviner ce que ça peut donner. Je voudrais juste nuancer ce que vous avez dit sur le fait que je vais être ingénieur et que je vais être sauvé. Je pense pas forcément, ou en tout cas, je dirais que tout ingénieur n'est pas sauvé. Si je fais le lien avec l'enseignement dont on a parlé tout à l'heure, on ne nous apprend pas à être autodidacte, on va dire, à survivre dans l'enseignement. Et certaines personnes y arriveront très bien, et d'autres ne seront pas capables de s'auto-former. Et donc l'entreprise aura aussi un rôle d'accompagnement de ces personnes qui ne vont pas réussir à se former, mais moi non plus, je n'ai pas de réponse. Alors, qui peut répondre à cette question-là? L'auto-formation est-elle à la portée de tous les salariés? Parmi vous, je voudrais savoir ceux... Ah non, excusez-moi, j'ai dit un truc. La salle. Parmi vous, quels sont ceux qui pensent que l'auto-formation est à la portée de tout le monde? Levez la main. Ok. Quels sont ceux qui pensent que ce n'est pas à la portée de tout le monde? Ah. Donc, une majorité. Qui, parmi vous, veut répondre à ceux qui pensent que c'est pas à la portée de tout le monde? Levez la main. Ah. On va commencer par
Quentin, et ensuite on aura la parole à Jérôme. Donc pas à la portée de tout le monde. Alors, c'est pas à la portée de tout le monde, je dirais, parce que tout le monde n'a pas les mêmes capacités à apprendre. Et quand on est en auto-formation, on n'a pas non plus la capacité d'avoir quelqu'un pour interagir directement et poser les questions. Et sachant que dans les parcours scolaires, certaines personnes qui ont cette possibilité d'interagir avec un professeur n'arrivent pas justement à sortir de l'enseignement avec un diplôme. Qu'est-ce qui fait que ces personnes justement arriveront à s'auto-former? Donc mesdames, messieurs, vous avez devant les yeux un millénium qui vous dit j'ai besoin d'être humain, ou certains de mes congénères ont besoin d'être humains pour interagir et continuer à pouvoir se former. Merci Quentin. Jérôme? Pour rejoindre et compléter, effectivement, on n'a pas tous aussi les mêmes modèles pédagogiques. On n'enregistre pas les informations tous du verbal, du graphisme, du gestuel. Et on doit garder ces modes pédagogiques. Donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et néanmoins, moi je voudrais aussi compléter pour dire, de plus en plus aujourd'hui, on parle de formation tout au long de la vie, pour essayer de débaucher quelques solutions déjà. Dans cette période où on est syndicats salariés et syndicats patronaux en train de discuter avec le gouvernement sur la réforme de la formation. Et donc la formation tout au long de la vie, c'est vraiment un concept où effectivement on a l'État qui prend en charge le socle principal, le socle de base des compétences de l'enfance jusqu'à l'adulte. Et ensuite c'est le parcours professionnel avec des systèmes de cotisation et autres, qui doit prendre en compte ce système de formation tout au long de la vie. Le métier de Quentin le mois prochain, ce sera, il le sait, j'en suis persuadé, pas son métier dans 3 ans, et encore moins son métier, puisqu'on dit aujourd'hui statistiquement que là où il y a 50 ans, on faisait le même métier toute la vie, quelqu'un qui sort de l'école aujourd'hui fera minimum 7 professions différentes. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ces statistiques-là, mais voilà encore une bonne nouvelle pour toi. Changement d'orientation, profession, j'ai bien dit profession, oui. Et bien, cette formation tout au long de la vie, c'est vraiment ça qu'il faut que les organismes de formation prennent en compte. Comme on a dit tout à l'heure que le système éducatif doit écouter aussi les besoins des clients que sont les entreprises d'aujourd'hui, les formations professionnelles doivent prendre en compte ces niveaux de formation-là. Alors, je compléterai ce qu'a dit Jérôme avant de passer la réponse à ceux qui pensent que oui, on peut se former tout seul, pour tout le monde. Il faut aussi y inclure les universités. Pourquoi les universités et les écoles ne pourraient-elles pas assurer la formation continue? Pourquoi est-ce qu'on part à 20 ans, 25 ans, 22 ans d'université sans jamais pouvoir y revenir? C'est absurde. Donc, on a ici des compétences et des tas de choses à faire pour que l'ensemble des dispositifs de formation soient adaptés à la formation tout au long de la vie. Alors maintenant, je vais passer la parole à ceux qui pensent que oui, donc qui vont répondre. Et avant que vous répondiez, je vais juste vous citer un chiffre qui va vous rendre la tâche un peu difficile. Seuls 7% des gens qui font des parcours d'auto-formation, des MOOC, complètent ces formations. 7%. Ce qui voudrait dire que 83%, 13, pardon, excusez-moi. Je suis désolé de te faire honte, hein, franchement, je suis désolé. Et donc 93% n'y arrivent pas. Alors, dans ce paradigme-là, comment vous pouvez penser que la formation, l'auto-formation est à la portée de tous? Avant de te passer le micro, je voudrais juste vous saluer. Ça devient très intéressant, mais je vais devoir y aller. Je vais changer de sujet, je vais partir sur la responsabilité sociétale des entreprises en un autre lieu. Merci, merci Jérôme. Je vais inviter Jean Bornarel à remplacer Jérôme qui nous quitte sur le fauteuil. Si. Alors, on va répondre à la question, Jean va venir s'installer. Donc, pourquoi selon vous l'auto-formation est à la portée de tous? Jean-Luc. Alors, elle est à la portée de tous à une condition. Et à une condition, c'est qu'elle soit accompagnée. Et en fait, nos organisations, CMA, CCI, qui sont les maisons de l'entreprise, notre devoir, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, de façon à ne pas creuser le fossé entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, mais de la même façon,
à l'intérieur de l'entreprise, je crois qu'il faut avoir un accompagnement à cette auto-formation, parce que je pense que c'est possible. La pédagogie doit permettre en fait à chacun de partir de là où il est pour l'emmener ailleurs. Mais pour cela, il faut l'accompagner, c'est tout. Alors je vais te couper et juste pour repréciser, parce que c'est vraiment important, et vous voyez là on est vraiment dans de la sémantique. Pour une génération Y ou un millénium, quand on parle d'auto-formation, ça veut dire que je suis tout seul dans ma chambre, au café, dans le métro, devant mon ordinateur à me former. Pour Jean-Luc et pour d'autres, c'est pas ça l'auto-formation. L'auto-formation, c'est la capacité à aller rejoindre d'autres groupes d'individus pour se faire enseigner quelque chose. Et donc vous voyez que le problème que l'on a ici, c'est la sémantique et la définition des mots et leur contexte. Et donc, les pis-aller qui consistent à répondre par oui ou par non à une question, c'est très souvent le début du commencement de l'erreur. Donc, voilà, juste pour préciser ça, c'est que en fait, ces organisations-là ont des formations. Je me doute qu'il y a des formateurs avec des salles, des classes sur lesquelles les gens peuvent venir. Je vais passer la parole à Bruno, voilà. Et donc Bruno, j'imagine qu'à l'hôpital, cette notion de formation, avec quand je vais de la personne responsable de l'entretien au chirurgien professeur des universités, et que je dois former une gamme aussi profonde de personnes aussi différentes, comment je gère quand justement, comment je fais? Alors, pas tout à fait mon secteur, la gestion des formations, mais donc on a des gros services qui... Comment j'intègre la technologie que je leur mets à disposition? Ça revient au même. Je dirais sur la partie... Alors, sur la partie outils, j'adore le e-learning. Je mets à disposition un cours, je mets à disposition une liste de personnes, un délai, et c'est fini. Donc, ça m'arrange. Ça m'arrange. Maintenant, effectivement, après, voilà, le contact, lorsqu'il y a des formateurs, enfin, c'est deux cycles différents. Et puis, ça ne garantit pas que la personne qui soit physiquement présente dans une salle apprenne beaucoup mieux, et que ça ne garantit pas qu'elle ait bien intégré ce qu'on lui a raconté pendant une semaine, 15 jours, 3 mois. Hein. Donc, en tout cas, avec la casquette technicien, et c'est ça aussi, c'est le travail des DRH de faire la part entre ce qui est possible en termes d'auto-formation au sens e-learning ou plan de formation, etc. Moi, en tout cas, avec la casquette technicien, j'adore ces solutions-là, puisque c'est facile et pratique à mettre en œuvre. Je ne parle pas de la qualité et des intérêts. Après, dans les structures hospitalières, il y a des plans de formation qui sont très importants, il y a des obligations de formation, quelles que soient les catégories personnelles. Donc il y a des services qui travaillent là-dessus, avec des choses assez compliquées, volumineuses, avec des budgets significatifs. Donc c'est des choses qui sont quand même assez bien structurées. Maintenant, sur le résultat, sur l'efficacité de ces formations, beaucoup d'informations, et ça peut être... Spontanément, tu penses que c'est plutôt efficace, plutôt pas très efficace? De toute façon, les formations sont toujours nécessaires. Après, le support, la partie learning n'est qu'un outil de plus à l'arc des formations. Est-ce que c'est plus efficace ou moins efficace qu'être en groupe? C'est un outil de plus. Donc, est-ce que tu dirais que ça veut dire que de manière systématique, pour obtenir un résultat, il faut offrir pour une même formation toutes les formes de formation ou d'information? Ça serait bien. Donc c'est plus cher. Pragmatiquement parlant, est-ce qu'on peut l'assumer? Est-ce qu'on peut le faire? Mais bien sûr, ça serait bien. Très bien. Alors on va changer de question. Et en fait, vous l'avez de manière sous-jacente tous abordé, plus ou moins. Quel changement pour notre système éducatif? Alors j'ai fait une erreur de dingue. J'ai mis Jean parmi vous là maintenant pour parler de ce genre de sujet. Alors là, le changement de notre système éducatif. Jean, je vais te demander un exercice extrêmement complexe. Je vais te demander, selon toi, et le tout en moins d'une minute, quel changement pour notre système éducatif? Tous ceux qui connaissent Jean connaissent la difficulté de l'exercice. Je vais te dire que chacun fasse sa bibliographie sur toutes les expériences réussies depuis 50 ans. Donc ça veut dire que pour toi, en fait, il y a déjà plein de choses qui ont été faites et réussies avec succès, qui sont là, qui n'ont pas été poursuivies, continuées, améliorées, mais ça a été fait. Moi, il y a 40 ans, sur ce dont on parle, j'étais responsable des actions expérimentales du ministère sur l'enseignement programmé. Donc ceux qui sont occupés sérieusement de ça savent par exemple que si on fait ce qu'on appelle un enseignement programmé avec du digital linéaire pour des gens qui n'ont aucune confiance en eux, qui n'ont absolument plus envie de voir un prof parce que ça a été un échec terrible à l'école,
si il commence à s'amuser avec un ordinateur et que l'ordinateur lui dit quelque chose, la question qui vient après est tellement simple que franchement il est obligé de savoir répondre. Et puis de fil en aiguille, par pas successifs, on l'emmène à quelque chose qui réalise au bout d'une heure que on ne croyait pas qu'il était aussi intelligent, il ne lâche plus l'ordinateur. Si on fait le même exercice en donnant le même logiciel à ce qu'on appelle un grand commençant, il va dire il se fout de ma gueule. Il ne fait pas plus de 10 minutes. Mais s'il fait du ramifié dérivé, pour parler de jargon, il dit, alors ça, il s'énerve pour jouer avec l'ordinateur, il se fait avoir. C'est-à-dire, quand les MOOC se sont partis, j'avais beaucoup d'amis, j'étais sûr que c'était une histoire de mode, en pensant quand même que ça aurait 10% de résultats, mais pas plus. Bon, c'est 7%, ça ne m'étonne pas du tout. Parce que sur un sujet qui est hautement complexe, on essaie de former des gens qui ont des cultures différentes, des blocages différents, en tirant au hasard des choses qu'on donne accessibles à tout le monde. Alors, je vais te c'est donner normal que ça marche. un autre chiffre aussi, parce que les chiffres sont toujours très dangereux. Quand on parle de 7%, on parle globalement de ce qui se passe en France et en Europe. Quand on parle des MOOC aux États-Unis, on parle de 35% de taux de réussite. 35, de 7 à 35. Donc on n'est toujours pas dans une majorité, mais on multiplie. Et pourquoi? La moyenne d'investissement dans un MOOC, dans une université française, c'est 18 000 €. Aux États-Unis, c'est 150 000 $. Voilà. Et donc là, vous avez le rapport entre l'effet produit par la qualité du contenu et sa performance, et le contenu lui-même. Oui, c'est important pour savoir que les coefs ne faut pas changer, c'est-à-dire qu'on estimait déjà il y a 40 ans que le prix d'un enseignement en numérique, si on peut dire comme ça, c'est au moins 100 fois le prix d'un enseignement normal. Alors, en mettant tous les profs, les enseignants et tout. C'est pas pour rien que j'ai payé mon des gens pour pouvoir, sur ce sujet-là, parce que ça fait des années maintenant que je le pratique, qu'on échange ensemble et qu'on débat ensemble, assez parfois violemment. Et il a toujours été extrêmement déçu de voir des choses qui étaient implémentées, qui existaient, qui n'ont pas perduré, qui ont été écrasées, laminées, diffusées par le système et avalées et digérées. Et le grand paradoxe de Jean, c'est que je ne connais pas quelqu'un de plus sélectif que lui, pour autant ça a été un des premiers à penser à la formation continue en université de gens qui n'étaient pas des universitaires. Donc vous voyez que les plus disruptifs d'entre nous ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Et la question que je vais vous poser maintenant, c'est pourquoi, alors que ces expériences ont existé, elles ont été digérées? Je pourrais faire le même parallèle dans les entreprises, parce que dans les entreprises, vous allez aussi trouver des gens, on avait un Charles-Henri tout à l'heure qui manifestement était une vraie bible sur l'histoire des entreprises avec tout ce qui s'est passé il y a 30 ans, il va juste déplorer que ça, on a déjà fait, ça a déjà existé et ça a finalement déjà fini, pareil, digéré par le système. Qu'est-ce qui fait que les systèmes ne se transforment pas? Pourquoi? Et je vous ramène à l'éducation. Qui veut répondre à ça? Non, pas toi. Ah, la patate chaude, allez, Christophe. Non, enfin, l'éducation, moi je vais parler plutôt de la formation continue dans les entreprises. Aujourd'hui, le compte personnel de formation qui est attribué en particulier pour les petites entreprises est de 120 heures. Ça veut dire 3 semaines, 4 semaines, gros. Ce n'est pas suffisant pour avoir une réelle mutation des capacités de chacun des employés. Cette idée de retourner à l'université, c'est une excellente idée. Je pense que je vais la... Tout en n'étant pas diplômé, hein, parce que oui, le point de temps, c'est que je suis pas forcément... Il n'y a pas de barrière à l'entrée, il n'y a pas de sélection ou de... On vient d'en remettre. Hein. Oui, Par contre, non, c'est une excellente idée, si vous le permettez, je vais la récupérer et la remonter en interne. Puisque je pense que c'est une bonne idée. Dans un monde collaboratif, vous prenez tout ce que vous voulez. Par contre, j'ai entendu ce matin, en fait, les e-learning, le développement des e-learning par petits morceaux. C'est une excellente idée, dans la mesure où elle n'est pas forcée. Se former le samedi matin ou le soir après le repas, parce qu'on est plus réceptif, c'est bien si c'est pas subi. C'est un choix individuel. Ça doit rester un choix individuel, et c'est là où on revient sur le droit à la déconnexion. Il faut faire quand même attention à l'utilisation des plages horaires
pour ces formations en ligne. Mais il est interdit d'interdire, c'est-à-dire qu'il faudrait rendre ça possible tout en précisant que ce n'est pas une obligation. C'est ce que mais je ne pas s'insurger quand c'est ce on que dit je que vous pouvez disais. vous former le samedi matin. Oui, mais c'est ce que je disais à Peggy ce matin. Il faut que à la fois les organisations patronales et les organisations syndicales soient intelligentes et de mettre le curseur au bon endroit, parce que les dérives vont amener à des situations personnelles délicates comme les burn-out, les suicides qu'on connaît dans les entreprises d'aujourd'hui. Alors Quentin, tu le sais pas, mais en fait pour moi tu es la star de cette journée. Donc je vais te demander de conclure cette journée. Ça tu savais pas, mais c'est pas grave. Sur ce que tu as vécu aujourd'hui. Donc ça c'est ton expérience d'aujourd'hui, comment tu l'as vécu, qu'est-ce que tu y as appris, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Qu'est-ce que tu as compris de la UEG en vivant ce que tu as vu aujourd'hui? Et un mot de la fin forcément positif. D'accord. Alors, comment j'ai vécu cette journée? Mets-toi debout, tu verras, c'est plus facile. Tout d'abord, c'était en fait un domaine qui m'intéresse beaucoup puisque je veux travailler sur des projets d'industrie 4.0. Et donc j'ai été agréablement surpris qu'il y ait des personnes qui viennent de grandes entreprises comme Dassault, Schneider, la SNCF, et qui justement viennent voir des gens qui sont intéressés pour leur présenter ce qu'elles font, ce qu'elles rencontrent comme difficultés au quotidien, et partager, échanger avec vous tous. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait. Il y a eu, je crois, une centaine de personnes par là. Un peu plus. Plus? Un peu plus. Un peu plus. Plus d'une centaine de personnes. On ne retire pas à Gérard ce qui appartient à Gérard. Voilà. Qui sont restés au moins jusque ce midi pour profiter du restaurant. Donc il a retenu, retiens Joe, si tu veux que les gens viennent, il faut leur payer à bouffer, retiens ça. Exactement. Cette alliance, je pense qu'elle est intéressante et qu'elle gagnerait à être connaître dans le monde étudiant. Et ça qu'à toi. Hein. Exactement. Et donc je suis content que Gérard Cognier m'ait invité aujourd'hui. Et un mot sur tout ce qui a été dit et qui m'a conforté dans mon idée, c'est que l'humain va être au centre de cette transformation et que sans sa participation, sans un bon management, il sera impossible de transformer l'entreprise, puisqu'il ne faudra pas imposer en fait, mais conduire, faire adopter cette transformation et que l'envie de changer vienne aussi de tous les collaborateurs et pas seulement des hautes instances de l'entreprise. Donc Quentin, si des gens se posent encore la question de savoir si nous, la UEG, on servait à quelque chose, je pense que vous avez la réponse ici. Je vous remercie tous. Merci beaucoup.